Bon, on a enfin eu un petit rebond sur les cryptos qui donne le sourire. Je vais en profiter pour reprendre les fondamentaux et on va regarder ici la tokenomics de Bitcoin et d'Ethereum. On va donc comparer les deux modèles, voir s'il y en a un qui est meilleur que l'autre ou non. Spoiler alert, pas du tout. L'essentiel, c'est surtout de comprendre en fait le fonctionnement de l'économie des deux jetons. Avant toute chose, tu es sur la chaîne de Corentin. Ici, je décrypte et vulgarise l'écosystème crypto. Donc si tu veux en savoir un peu plus, abonne-toi. Avant toute chose, en une phrase, Bitcoin c'est quoi? Bitcoin, ça va permettre d'échanger de la valeur en ligne entre deux personnes sans tiers de confiance, de façon sécuritaire et sans que le réseau soit possiblement manipulé ou stoppé par autrui. Numéro 2, Ethereum. Ethereum, c'est une blockchain décentralisée et open source qui va permettre le développement d'applications sur son réseau. Rien de plus, et Ether est la crypto-monnaie native du réseau. Combien est-ce qu'il y a de tokens en circulation pour chacune des deux crypto-monnaies? Donc pour Bitcoin, il y a 19,2 millions de tokens en circulation, alors qu'il y en a 122 millions en circulation pour Ethereum. Les chiffres sortis comme ça ne sont pas du tout significatifs. Je vous explique. Aujourd'hui et jusqu'à 2024, Bitcoin, ce sera à peu près 300 000 nouveaux tokens créés chaque année. Ethereum, c'est complètement différent. Avant que la mise à jour The Merge soit mise en place en septembre dernier, il y avait 8,3 millions de tokens qui étaient créés chaque année. Donc combien de tokens vont être ajoutés à ceux qui sont déjà présents sur le réseau, ceux qui sont déjà dans la circulating supply? Donc pour Bitcoin, on est à 19,2 millions en circulation et on sait que la maximum supply est de 21 millions. Donc avec un calcul très simple, il reste 1,8 million de Bitcoin à ajouter à la circulation. Cela va se faire d'ici 2140. Avec tous les 210 000 blocs, la récompense qui est donnée aux mineurs qui va être divisée par 2. Et donc les récompenses sont de moins en moins importantes. Pour ceux qui se posent la question, après 2140, les mineurs seront toujours rémunérés, mais cette fois uniquement avec les frais de transaction qui sont payés par les utilisateurs du réseau. Donc Ethereum avant The Merge, c'était environ 8 millions de nouveaux tokens par an. Et là maintenant, depuis The Merge, il y a donc 4 mois, on a perdu 210 000 tokens Ethereum. Donc le token est quasiment devenu déflationniste. On y vient de suite. Inflationniste ou déflationniste. Donc Bitcoin est un token qui est désinflationniste. Pour comprendre ça, il faut comprendre l'inflation. L'inflation, c'est simplement la hausse à long terme des prix et donc la diminution de la valeur de la monnaie. Ça permet d'encourager la consommation et de faire tourner une économie. La désinflation, c'est une inflation mais extrêmement ralentie. Les prix augmentent moins rapidement et la valeur de la monnaie chute moins rapidement. Désinflation, pas plus compliqué. Maintenant, la déflation, là c'est le contraire complètement de l'inflation, c'est-à-dire que les prix vont descendre au fur et à mesure que la valeur de la monnaie va monter. Donc la monnaie peut être considérée comme un actif. Avoir de la monnaie va permettre d'engranger de l'argent, de faire des bénéfices. Donc vous voyez bien que c'est un modèle qui n'est pas viable, en tout cas pour l'économie dans laquelle on vit aujourd'hui. Si tout le monde gardait l'argent chez soi, il n'y aurait plus d'économie, plus d'argent qui circule et ça tuerait complètement notre économie. Pour la blockchain, c'est différent. Mais bon, revenons à Bitcoin. Donc Bitcoin, c'est une émission monétaire qui va être décroissante jusqu'à 2140. Petite parenthèse, anecdote, le dernier Bitcoin mettra plus de 40 ans à être miné. Il devrait commencer autour de 2100 et finir en 2140. L'offre de Bitcoin va donc rester la même et la demande devrait normalement augmenter au fur et à mesure des années avec l'intérêt qui va venir sur les crypto-monnaies. En tout cas, on l'espère. Dans ce cas-là, la même offre, plus de demandes, le prix monte. Pas plus compliqué. Enfin bref, ce modèle-là, désinflationniste, il est commun à Solana ou encore au Litecoin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Ethereum avant The Merge, c'était un modèle largement inflationniste. Maintenant que The Merge est passé, on est sur une désinflation. Comme vous pouvez le voir sur la courbe, la production d'Ether a été nettement réduite depuis la mise à jour de The Merge. Ça s'explique comment? On a eu une mise à jour avant The Merge qui s'appelait EIP 1559 qui consistait à mettre en place un burn de tokens. Sur les frais de transaction que les utilisateurs de la blockchain vont payer, plus de 70% vont être brûlés, donc stockés sur une adresse et qui ne pourront plus bouger. Maintenant que le minage a été stoppé avec The Merge et qu'on est passé sur de la Proof of Stake, il n'y a plus de récompenses à délivrer aux mineurs. Ça se fait seulement par le stacking et donc c'est beaucoup moins de récompenses à distribuer, ce qui permet de conserver un équilibre avec le burn de token et d'avoir un token parfois inflationniste. Donc Ether, c'est simple, il y a deux cas de figure. Le réseau est énormément utilisé, dans ce cas-là il va y avoir plus de tokens brûlés que de tokens produits, donc désinflation. Et à l'inverse, si le réseau est moins utilisé, on va brûler moins de tokens que ce qu'il est produit, donc on va retourner sur un modèle inflationniste. J'ai fait un petit point très court sur l'utilité, ça me semble essentiel. Étudier la tokenomics d'un jeton sans comprendre son utilité, ça n'a pour moi aucun sens. Les chiffres c'est très beau, mais il faut les mettre dans un contexte, les étudier dans leur contexte. Si vous les en sortez, comme les politiques ont l'habitude de le faire, on peut leur faire dire n'importe
n'importe quoi. Bitcoin, on le connaît très bien avec tous ces rigs de minage ou tous ces ASICs qui sont derrière et ce réseau super sécurisé. On comprend à quoi ça sert. Vous pouvez échanger de la monnaie en ligne de manière totalement sécurisée et sans intermédiaire de confiance. Ça, c'est Bitcoin. Ethereum, même titre que Bitcoin, vous pouvez le trader, l'échanger, le swapper, tout ça. Mais vous pouvez aussi acheter des biens, des services, aller faire de la DeFi, donc interagir avec plusieurs protocoles, ou encore payer vos frais de transaction sur le réseau. Et donc enfin, voici une présentation générale des modèles économiques de Bitcoin et d'Ethereum. Donc comme vous le voyez à l'écran, Bitcoin, lorsque vous allez utiliser son réseau, vous allez payer des frais de transaction. Donc vous allez échanger des tokens avec une place de marché, les acheter ou les vendre, ça va faire des transactions. Sur ces transactions, on a des frais. Ces frais-là sont versés aux mineurs pour leur contribution à sécuriser le réseau. De là, les mineurs vont ensuite parallèlement toucher des récompenses lorsqu'ils vont finir de sécuriser un bloc. Donc ils ont deux sources de revenus, les frais de transaction et les récompenses de blocs. Ces nouveaux bitcoins qui sont distribués aux mineurs, les mineurs ils ont besoin de se rémunérer pour pouvoir payer leurs charges et leur matériel. Donc ils vont renvoyer ça sur les marketplaces pour pouvoir les vendre et ça permet de réinjecter du coup les bitcoins dans le réseau. C'est vraiment très simple. Et maintenant le modèle d'Ethereum 2.0 qui est un peu plus complexe. On repart sur le même schéma, j'utilise le réseau Ethereum égale frais de transaction. Sur ces frais de transaction, 70% sont brûlés. Les 30 autres pourcents vont être distribués pour servir de récompense sur le système de stacking. En plus des récompenses qui sont déjà prévues par le réseau Ethereum à cet effet là. Donc moi j'ai des tokens Ether en stacking, je touche des récompenses. Pour pouvoir me rémunérer, je vais revendre ces tokens Ether. Donc je vais remettre ces tokens dans le réseau et la boucle est bouclée. Voilà la création de tokens chez Ethereum. Je voulais faire une vidéo courte pour qu'elle soit accessible à tout le monde. Donc si jamais vous souhaitez une partie 2, là où j'explore plus la distributing supply et les proportions dans lesquelles ça a été fait, dites-le moi, je le ferai avec plaisir. Laissez-moi un commentaire pour que je sois au courant. Abonnez-vous, n'oubliez pas. C'était Coco, ciao.